Bonjour, merci. Par rapport à Gargamel, je voulais juste dire que la division européenne de physique des hautes énergies et de physique des particules que je préside a donné un prix, le Grand Prix européen, à Gargamel il y a quelques années. Donc, c'était une reconnaissance de cette découverte majeure qui n'avait pas encore été récompensée. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du boson de Higgs et des perspectives de nouvelles physiques au LHC. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais commencer par prendre un peu de recul et voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Pour moi, la physique, j'ai appelé ça la physique au pied du mur pour des raisons qu'on verra à travers la présentation. C'est un moment vraiment extraordinaire de l'histoire des sciences. On a une consolidation de modèles standards au cours des dernières décennies. On a un modèle standard de la cosmologie. On a un modèle standard des particules et des interactions quantiques. En gros, de façon raisonnablement satisfaisante, on connaît le récit de l'univers des premiers instants jusqu'à l'apparition de la vie, plus ou moins, de façon générale, de façon globale. Ceci dit, on a aussi des découvertes majeures au cours des dernières décennies qui remettent en partie en question ces modèles. La masse et le mélange quantique des neutrinos, on a vu qu'il y avait peut-être des sources de nouvelles physiques, peut-être. L'expansion accélérée de l'univers, le rôle de la matière dans les grandes structures, la matière noire, là, moi j'appelle ça la matière noire, il y a d'autres qui l'appellent la matière sombre. Là, il y a clairement lieu probablement pour de la nouvelle physique. Et la découverte du boson Higgs et l'origine de la masse des particules. Donc ça, c'est ce qui va raisonnablement bien. Mais on a aussi une confrontation qui est, à mon avis, absolument exacerbée aujourd'hui entre la mécanique quantique et la gravitation, avec deux paradoxes absolument majeurs. Un qui est le paradoxe de l'information perdue, ça c'est les questions d'état quantique liées à la surface d'un trou noir qui génèrent énormément d'intérêt chez les théoriciens. Et aussi le paradoxe de la densité d'énergie du vide quantique, qui était compatible avec la cosmologie par un facteur assez énormissime de 10 puissance 122. Ces problèmes sont des problèmes reliés au vide. Après toute cette histoire, après avoir reconstitué le récit de l'univers, on s'aperçoit que l'élément essentiel, c'est le vide. Aujourd'hui, je vais vous parler du vide en bonne partie, puisque je vais vous parler du boson de Higgs. Et le boson de Higgs, il est profondément relié au rôle du vide dans l'histoire de l'univers. Il est à l'origine aussi, ça on l'a vu très bien dans la présentation de Jean-Marie Frère, à l'origine de toute la complexité du modèle standard de la physique des particules. C'est quelque chose de vraiment absolument essentiel. Je vais donc vous parler de la découverte du boson de Higgs, qui nous emmène un petit peu à redéfinir en partie au moins les priorités, les perspectives de recherche auprès du LHC, compte tenu des résultats nouveaux. En fait, je vais vous montrer les résultats d'il y a quelques semaines, vraiment les tout derniers résultats. Je vais recommencer un peu comme d'habitude à se remettre en perspective, parce qu'on peut quand même être satisfait. On a un modèle standard qui est absolument élégant, qui reprend ses racines vraiment dans toute l'histoire de la physique avec l'unification de l'électricité et du magnétisme, qui a pris corps avec le mariage entre la relativité et la mécanique quantique au XXe siècle, et qui prend forme avec un principe de symétrie de jauge. Et le fait qu'il existe des fermions identiques et le mariage de la relativité et de la mécanique quantique implique pratiquement de façon directe la réalité sous-jacente, qui est constituée de champs quantiques. Ça, on sait aussi directement, et l'implication logique qu'il y a des interactions, ce sont des bosons de jauge, ce sont des conséquences des symétries de jauge, que toutes les particules doivent être de masse nulle, et que les particules ordinaires doivent avoir un spin 0, 1,5 ou 1. Jusqu'à maintenant, on avait découvert les particules de spin 1,5 ou 1. On a dit que le boson de Higgs, ou le mécanisme de Higgs, est partie du modèle standard. D'une certaine façon, c'est quelque chose d'externe. En fait, la structure générique d'une théorie des particules, c'est des bosons de jauge. Ce sont les symétries de la théorie. Ces symétries impliquent l'existence de bosons qui véhiculent les interactions. Ce sont des bosons de masse nulle. Et il y a des particules, en pratique on les a trouvées, qui se mettent dans une certaine représentation de ces symétries. Ce sont des particules de masse nulle. Et là on voit dans ce petit tableau, par exemple, ici, il y a un électron gauche et il y a un électron droit. Et en fait, on peut considérer, je pense que c'est conceptuellement correct de considérer que de façon sous-jacente à quelque part, ça c'est, disons, le modèle standard dans toute sa pureté. Ensuite, il y a quelque chose qui vient tout compliquer, c'est qu'il faut avoir des masses de bosons et des masses de particules. Et là, il y a donc besoin d'une structure externe, quelque chose qui est responsable de la brisure de symétrie, qui va donner la masse aux bosons Z et W, donc qui va briser la symétrie entre l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, et donner de la masse aux fermions. En fait, jusqu'à la découverte du boson de Higgs, il y a plein de gens qui disaient que cette structure externe serait différente. Ce ne serait pas le boson de Higgs. Il y avait peut-être une nouvelle physique, une interaction forte, nouvelle à l'échelle du TeV. Et en fait, le modèle standard, tel qu'on connaît, on pouvait calculer avec, même sans le boson de Higgs, sauf qu'il allait s'écrouler à un moment donné à l'échelle du TeV et on découvrirait cette nouvelle physique. En fait, il y a un principe, dans le cas du modèle standard, je reviens sur le champ de Higgs. Là, c'est le mécanisme de Brute-Englert-Higgs dont on vous a parlé. On a dit que la théorie prévoit la possibilité d'avoir des bosons scalaires. Allez, on postule l'existence d'un champ scalaire, pourquoi pas.
Et là, au-dessous d'une certaine température critique, le potentiel acquiert un minimum à une valeur non nulle. Et ça, c'est donc une valeur sur le vide. C'est le seul champ qui possède une valeur sur le vide non nulle. Une certaine température, ça veut dire qu'au début de l'univers, il n'y avait pas ce potentiel. Et à un moment donné, l'univers refroidit suffisamment. Et hop, il y a cette brisure de symétrie. On a vu avec M. Fayard que ça se produit à peu près au niveau du millième, du milliardième de seconde après le Big Bang. Il y a une symétrie dans ce potentiel qui implique l'existence de bosons de Goldstone. Ces bosons sont absorbés et donnent une composante longitudinale au boson Z et W. Avec une composante longitudinale, les bosons d'interaction faible peuvent avoir une masse. Et ensuite, les fermions, on a vu dans la présentation de Jean-Marie Frère, interagissent avec le champ de Higgs et passent de la gauche à la droite, de la droite à la gauche. Donc on voit ici que la masse des particules, est d'origine en fait quantique, c'est l'énergie associée à cette interaction-là. De la même façon que dans le proton, la masse est reliée à l'énergie d'interaction des particules dans le proton, et en fait toute la masse est générée de façon strictement quantique. Fondamentalement, les particules sont de masse nulle, il n'y a pas de masse. La conséquence de ça, c'est qu'il existe un boson de Higgs physique, et c'est ce qu'on a recherché en particulier. Ce que je disais, c'est que cette structure externe, c'est une possibilité, ça a été longtemps une des possibilités. On doit expliquer l'origine de la masse, ça a été mentionné plusieurs fois, mais ce n'est pas le seul élément. Il y a un autre élément qui est vraiment extrêmement important. Il faut préserver l'unitarité de la théorie. Si on regarde la diffusion de bosons W à très haute énergie, on voit que les composantes longitudinales, j'ai dit que ça venait précisément du mécanisme de Higgs, ce sont les bosons de Goldstone, en quelque part. Quand on fait cette division de bosons de Goldstone, l'amplitude ici dépend de l'énergie au carré, et le modèle, en fait, cet objet diverge. On arrive à des situations où les probabilités de diffusion sont supérieures à 100%. On arrive avec une théorie qui est absurde. Donc, même, il y a ce problème de l'origine de la masse, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore réussir à obtenir l'unitarité de la théorie. Et c'est ce qui se passe quand on met un petit boson scalaire ici. Il joue exactement ce rôle. Il cancelle parfaitement cette croissance qui fait que la section efficace va plafonner et on restaure l'unitarité. C'est important de mentionner qu'on ne peut pas le faire à la main. En électrodynamique, on le fait à la main. On met la masse de l'électron, les charges, et hop, on a une théorie qu'on peut renormaliser. On ne peut pas le faire avec une théorie pour laquelle les bosons sont massifs. Donc, c'était là tout le problème. Donc, cette notion d'unitarité est aussi importante que l'origine de la masse. Dans les mesures à haute énergie, ça fait partie des choses qu'il faut aller vérifier, que non seulement on a obtenu l'origine de la masse, mais en plus, il faut qu'on a obtenu l'unitarisation de la théorie. Donc, on était dans les années 80, au moment où Louis nous parlait de la création du LHC, dans une espèce de théorème du succès assuré. On sait qu'il faut un boson scalaire, mais ce n'est peut-être pas la solution, il y a peut-être autre chose. En tout cas, quelque chose d'équivalent. Et s'il n'y a pas de boson scalaire, il y a une nouvelle physique à l'échelle du TeV. On construit une machine qui va rechercher le boson de Higgs et qui est capable à l'échelle du TeV, on ne peut pas perdre. C'est une victoire assurée. Donc, la découverte du boson de Higgs, on a commencé par rechercher le boson de Higgs. C'est ce qui est plus, s'il peut se faire à basse énergie. L'objet recherché, on pensait qu'il était plutôt pas trop lourd. Il suffisait d'avoir beaucoup de données. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par le boson de Higgs. Je vais rappeler ici la production. La production se fait par des gluons. En fait, le LHC, c'est avant tout un collisionneur de gluons. Et plus on monte en énergie, plus il y a de gluons par la mécanique quantique. Et donc, on est à haute énergie pour avoir un maximum de densité de gluons. Et on fusionne les gluons à travers une boucle virtuelle. Pourquoi le quark top? Parce que le Higgs, on présume, se couple à la masse. Donc, on veut prendre la particule la plus lourde. Et en fait, c'est comme ça qu'on produit le Higgs pour l'essentiel. Il y a ensuite un mécanisme de fusion boson-vecteur qui produit aussi. Ce sont les deux mécanismes principaux. Il faut noter que la production du boson de Higgs est totalement quantique. Ça se passe par un phénomène absolument virtuel. Les rapports d'embranchement sont divers et variés. Ça, c'est les rapports d'embranchement en fonction de la masse. Ici, j'ai montre de 680 GeV jusqu'à peu près 200 GeV, mais on peut aller plus loin. On a des modes de désintégration principaux en paire de quark B, en paire de lepton-tau, qui sont très difficiles parce qu'il y a une mauvaise résolution et un bruit de fond qui est assez élevé. Et en fait, pour faire une découverte, il faut aller en bas ici, en production ZZ dans la voie 4 leptons, et en production gamma-gamma, où on a un bon rapport signal sur bruit, mais ce sont des processus très rares. En tout et pour tout, comme on ne savait pas où est la masse est arbitraire. La masse, ça correspond à cette petite oscillation dans le fond du puits de potentiel. Elle n'est pas donnée par la théorie standard. Il fallait regarder 4 productions et 5 désintégrations. On a regardé donc en tout une centaine d'états finaux exclusifs à 125 GeV, avec 2 principaux modes de découverte. Et dès la fin 2011, ça a été un peu mentionné, en fait, on avait pratiquement tout exclu.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Hein. Le boson de Higgs aurait pu être facile, il aurait pu être ailleurs, il aurait pu être détecté bien avant. La nature l'a caché dans le coin le plus absolument difficile d'accès. C'est le point exact où on a le maximum de rapports d'embranchement, où c'est plus difficile à accéder. Donc, ça a été trouvé dans la toute dernière fenêtre. On avait une chance, en juin 2011, de trouver rien, et c'était vraiment une tension très, très forte ici. On a dit, je vais passer tout ça parce que Louis l'a remplacé, il y a des millions de milliards de collisions proton-proton, des centaines de millions de collisions intéressantes. On recherche des événements rares. On a passé beaucoup de nuits blanches. Et on a trouvé, donc, en 2012, ce canal, le canal de découverte en 2 paires de photons, le canal de découverte en paires de leptons. Ça a été publié dans Physics Letter B. Ça fait plus de 7000 citations aujourd'hui, ce qui en fait un des articles scientifiques les plus cités de l'histoire des sciences. Et un prix Nobel, pour l'instant, pour les théoriciens, on attend celui des expérimentateurs. Où en sommes-nous maintenant? Ben, on est maintenant au sommet d'un Everest. On a commencé par des petites fluctuations. On a dit que c'était significatif à 5 écarts standards. Oui, c'est significatif, mais c'était techniquement vraiment à l'extrême limite. On avait ouvert les boîtes juste au moment où on pouvait avoir accès à la découverte. Et on ne dormait pas très bien jusqu'à ce qu'on le reconfirme. On est très content d'avoir reconfirmé. Voici le dernier état des tout derniers résultats vus par l'expérience CMS, une des 2 expériences seulement. Cette petite bosse que vous voyez avant est devenue vraiment un Everest. Il y a dans cette bosse à peu près 70 événements de Higgs pour une 90 événements si on compte le bruit de fond. On a mesuré la masse, 125,26 plus ou moins 0,21. C'est une masse parfaitement compatible avec la masse mesurée par la combinaison de haute luminosité qu'on avait avec les données 2011-2012 qui servaient à la découverte. On a par ailleurs une intensité de signal par rapport au modèle standard qui s'est rapproché du modèle standard, qui est compatible avec le modèle standard maintenant, bien confortablement à l'intérieur des erreurs. Il faut voir que ce petit boss que vous contemplez là, cette petite bosse, c'est l'origine de la matière, la capacité à la matière d'organiser, d'avoir des structures, la capacité aux atomes de pouvoir être formés éventuellement même au noyau, c'est-à-dire que ce sont les pépins initiales qui servent à l'organisation de la matière. On a vu que c'était peut-être et probablement ce qui donne toute la complexité de la théorie, c'est aussi ce qui génère probablement la symétrie entre le passé et le futur. Donc cette petite bosse est d'une importance absolument considérable. Où en est-on au niveau des mesures de couplage? Vous avez vu que cette particule se couple à diverses particules dans l'état final. Donc ça, c'est le couplage au boson de l'interaction faible, au quark top, au quark B, au photon. Et on voit que ici, j'ai permis, dans le lissage qui est fait, on a laissé libre la possibilité d'avoir des contributions au-delà du modèle standard pour être le plus juste possible. On voit que tout ça est en bon accord avec les théories, à ceci près qu'on a une petite tension sur le couplage au quark top et sur le couplage au quark B. Il faut voir que le quark top et le quark B sont dans une même famille. Ils ont des charges électriques différentes. L'idée d'avoir des bosons de Higgs qui se couplent différemment en des quarks de charge électriques différentes, c'est extraordinairement intéressant, puisque c'est une des conséquences, si on étend le secteur scalaire, c'est une conséquence, par exemple, de la supersymétrie. Donc, ces fluctuations, ces décès sont très, très faibles pour l'instant, mais en tout cas, sont au niveau de 2 écarts standards. Dans la figure de droite, ici, j'ai fait un lissage où je permets aux interférences d'être comme attendu dans le modèle standard ou de signe inverse. Quand je prends le signe du modèle standard, je vois que toutes les interactions, toutes les mesures de différents couplages de différentes particules sont bien en accord les unes avec les autres. Si je permets le signe inverse, ça se met à diverger. C'est une bonne indication que les couplages se font dans le bon signe, c'est-à-dire que c'est le signe du couplage par rapport au boson W et le quark top dans une boucle de désintégration Higgs en paire de photons, eh bien, le bon. La question donc se pose, est-ce que c'est le Higgs de la théorie minimale, le boson H de la théorie minimale, je devrais dire? Bien, on sait que c'est un boson scalaire de parité positive, ça a été mesuré à 99,9% de confiance. L'intensité du signal est compatible avec le modèle standard. Le lissage global des données de haute statistique, c'est 1,09 plus 0,011 moins 0,10. Les désintégrations, bien, on a observé le ZZWW gamma gamma, ça s'est observé avec des très hautes probabilités. La désintégration en paire de lepton-tau, c'est très important. On l'a observé aussi, mais seulement en combinant les données CMS et Atlas. Et la désintégration en paire de B, bien là, c'est encore pas observé et on a peut-être quelque chose déjà au Tevatron, mais pas au LHC. Ensuite, il y a les rapports de production. On a vu la production par la fusion gluon, ça est observé à plus que 5 sigma. La production par fusion de bosons vecteurs aussi. Et il reste à observer les productions associées avec un W et un Z.
Et à plus haute luminosité, on va aller chercher des désintégrations rares, le paire de muons, le paire Z-gamma. Je vous fais remarquer, on va le voir dans la prochaine figure, un petit peu plus loin, je vais revenir sur le X-mu. Il y a aussi des nouveautés sur le couplage au quark top. Donc, cette boucle-là, maintenant, est étudiée en production directe, c'est-à-dire ici avec le diagramme qui est ouvert. Ça permet d'accéder directement au couplage ici sans être affecté par la nouvelle physique qui pourrait se situer dans les boucles. On voit une observation au niveau de 2 sigma dans Atlas, de 3 sigma dans CMS, compatible avec l'attendue du modèle standard. Donc, il y a un léger excès, peut-être une évidence déjà, et une sensibilité insuffisante pour bébé gamma-gamma 4 leptons pour ces modes de désintégration. Donc, ça, c'est des désintégrations multileptons qui sont montrées ici. Donc, on commence à voir le TTH. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a une mesure ensuite vraiment directe du couplage au quark top. Les désintégrations rares, Higgs en paire de muons est très intéressant. C'est très, très petit, 0,021% de désintégration. On a cherché, pour l'instant, on ne voit rien. On ne s'attend pas à voir quelque chose. On a un signal attendu d'à peu près 3 événements, un bruit de fond de 70. Donc, on ne s'attend pas encore à voir un signal. Mais ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas anodin parce que le fait de ne pas voir le Higgs en paire de muons, c'est la première indication directe et absolue du fait que l'on viole l'universalité des leptons avec un boson qui est le boson scalaire. Ça veut dire que le muon et le tau, donc par extension l'électron, le muon et le tau, qui sont les mêmes particules, sont exactement les mêmes propriétés, les mêmes couplages, ont parfaitement. La seule différence entre l'une et l'autre, c'est leur masse. Et on voit là que le boson de Higgs est donc à l'origine de cette brisure, de cette organisation en famille du point de vue des leptons. Le seul fait de ne pas le voir. La question qui demeure, c'est est-ce qu'on le verra exactement au niveau attendu par rapport au lepton tau. Ça reste une question extrêmement intéressante. Z-gamma, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que ça se produit dans des diagrammes en boucle, mais on n'a pas vu de renforcement, on n'a pas vu de signal, donc bon, pour l'instant, c'est que des limites. OK. On a aussi des intégrations exotiques. Une des plus intéressantes, c'est on exploite la production en fusion de boson vecteur et la production associée. Donc, on regarde ce qui recule contre le boson de Higgs. Et en regardant ce qui recule contre le boson de Higgs, on peut reconstituer ce qui est l'équivalent d'une désintégration invisible. On voit qu'on a de la place encore. Il y a à peu près 0,24 en tout cas, à 95% de confiance. Donc, on peut avoir encore, disons, 24-25% de désintégration invisible qui se resterait pour l'instant cachée. On peut prendre ces chiffres-là et les interpréter en termes de recherche de la matière noire. Si la matière noire est de très faible masse, on peut imaginer que le boson de Higgs se couple à la matière noire. C'est assez intelligent. Le boson de Higgs se couple à la masse, la matière noire, ça a de la masse. Allez, le boson de Higgs se couple peut-être à la matière noire. Donc, on peut prendre cette limite-là et la transformer en une limite sur la matière noire. Ici, dépendant si la matière noire est de nature scalaire, fermionique ou vecteur, je vois que les limites que j'obtiens au LHC sont meilleures que toutes les limites de toutes les recherches directes sur la matière noire pour des masses inférieures à la moitié de la masse du boson de Higgs. Donc ça, c'est un apport vraiment important du LHC sur la recherche de la matière noire pour balayer l'existence de matière noire à basse masse, au moins celle qui se couplerait au boson de Higgs. On a aussi des recherches à haute masse. Je crois qu'on en parlera dans la prochaine présentation. Donc, je reviens maintenant à l'état de l'art. Voilà la figure qui sera dans tous les livres d'histoire. C'est la figure qui montre le couplage au fermion et au boson. Je les ai écrits de façon telle que j'ai dans les deux cas proportionnel à la masse. En fait, le couplage ici s'écrit comme ça. Ici, c'est la masse, ici, la masse carrée. Et en fait, je peux les mettre donc sur la même figure. Vous voyez qu'on a reproduit ici parfaitement ce qui est entendu. C'est la preuve explicite, directe, qu'on connaît maintenant l'origine de la masse. Pour ce qui est des muons, on a seulement une limite. Ça, c'est puissant. C'est puissant parce qu'avec le modèle standard, avec le boson de Higgs, le modèle standard est surcontraint. On peut définir la théorie maintenant avec un minimum de paramètres. On a la masse du boson H. La masse des fermions, on a vu qu'on n'a pas la prédiction de la structure, donc il faut mettre la masse des fermions. On a la mesure des couplages et les trois paramètres du secteur faible. Et ça nous surcontraint la théorie. Donc, on peut s'amuser ensuite à essayer de prédire, par exemple, la masse du W. C'est ce qui est fait dans la figure ici. Ça, c'est la masse du boson de Higgs. Ça, c'est la masse du boson W. Ça, c'est la masse du quark top. La masse les masses sont sensibles aux corrections radiatives. Donc, la masse du W dépend de la masse du quark top, dépend de la masse du boson de Higgs. Donc, on peut mettre les deux dans une même figure et on voit masse W en fonction de masse top à ce qui est mesuré par Atlas. Donc, dans une même expérience, on a une surcontrainte de la théorie maintenant. C'est-à-dire qu'on a une prédiction, une mesure explicite de la masse du W par le boson de Higgs à la croisée de la masse du top qui est compatible avec la masse directement mesurée pour la masse du W. Donc, ça, c'est vraiment un résultat absolument majeur récent du LHC.
Donc, je dirais que c'est un triomphe pour la physique. Hein. Pendant presque 2000 ans, on avait un questionnement qui est vraiment sur la nature des briques élémentaires et leurs interactions, et on a vraiment changé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la compréhension de l'origine des interactions, les symétries jauges, et l'origine même de la matière, les champs de Higgs. L'existence du boson de Higgs est établie maintenant de façon absolument solide. Et on dispose pour la première fois de l'histoire des sciences d'une théorie, en tout cas en principe au moins, complète et cohérente à toutes les échelles, éventuellement jusqu'à l'échelle de Planck. Il peut y avoir autre chose, mais en tout cas, au moins en principe, on a cette théorie, ce qui nous oblige déjà à considérer la croisée de la théorie avec l'échelle de Planck, d'où le fait que je disais que les problèmes de compatibilité de la mécanique quantique et de la gravitation deviennent vraiment exacerbés. La masse, on sait maintenant qu'elle est de nature, disons, dynamique, d'origine quantique pour les particules, l'interaction avec le champ scalaire, et pour les hadrons, interaction forte, confinement. La découverte du boson H, ça bouleverse le récit de l'univers naissant et la nature du le rôle du vide quantique, le boson de Higgs, parce que le champ a une valeur non nulle sur le vide. On pense aujourd'hui que l'univers est éventuellement né à partir de rien et on injecte cette énergie du champ scalaire qui fait gonfler, qui a une pression négative et qui fait gonfler l'univers. Et voilà comment ça se passe. Cette découverte signe aussi le triomphe des couplages faibles. Ça a été très bien expliqué par Jean-Marie Frère. C'est un triomphe qui est vraiment paradoxal. On a des problèmes majeurs de structure, de hiérarchie, de naturalité, qui se posent avec une acuité sans précédent. Le boson de Higgs, la théorie maintenant, c'est une composante qui est vraiment naturelle, stable et symétrique, c'est le secteur de jauge. Puis un truc qu'on ajoute, qui est le truc de Higgs, qui est ad hoc, instable et complexe, et qui met toute la complexité dans la théorie. En plus, ça c'est un problème vraiment majeur, ça introduit une instabilité fondamentale dans la théorie. Le boson de Higgs, ce n'est pas un boson de jauge. Il n'est protégé par aucune symétrie. Et c'est ce que disait Pierre Fayet, on a tendance avec le boson d'aller vers les masses les plus élevées dans la théorie. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il si on se ramène à une échelle de grandification, ou même pire, si on va jusqu'à l'échelle de Planck? Il faut ajuster jusqu'à 10 à la puissance 30 ordres de grandeur pour que ça tienne la route. C'est faisable, mais c'est un ajustement extraordinairement fin qui est difficilement acceptable. Ensuite, on a un problème évidemment de constante cosmologique. On ne sait pas si c'est directement relié, mais il y a une énergie du vide en désaccord avec notre univers. Ça nous emmène aussi à un nouveau questionnement sur la stabilité du vide, sur le lien avec l'inflation et l'énergie noire, ça a été mentionné dans les questions, sur le couplage à la matière noire, sur le couplage aux neutrinos, sur le lien éventuel avec la baryogénèse. Donc, explorer de nouveaux territoires, ça se fait à haute énergie. On a un gain de sensibilité qui est vraiment très important, jusqu'à 10 à 100, jusqu'à l'échelle de 3 TeV. Je vais aller assez rapidement, c'est assez intelligent de chercher des résonances, parce que vous voyez qu'on a déjà trouvé tout plein dans le passé, dont certaines en 1976 pour le Gypsy ou en 1984 pour le Z, on menait à des prix Nobel. On regarde ce qu'on a aujourd'hui, ça c'est les résultats d'il y a 2 semaines. On a un spectre qui est parfaitement plat pour le Z, pour une nouvelle particule éventuelle en paire de muons. On a un spectre qui est parfaitement plat et qui est absolument remarquable, sur 10 à la 6 ordres de grandeur, pour n'importe quoi se désintègre en paire de jets. Il n'y a pas de nouvelle résonance, et ça va jusqu'à une échelle de 7 à 8 TeV. Voilà, c'est l'état des lieux pour la recherche aujourd'hui. Dans les nouvelles données, on n'a pas de nouveau boson de jauge jusqu'à 2,7 TeV, ça il faut faire des interprétations. On n'a pas de discours scalaire, pas de quark-excité, pas de graviton de Randall-Sundrum, ça c'est des dimensions supplémentaires, selon certaines théories avec différents paramètres. La question, c'est une question de type de nature de la loi. Hein. On dit dans la loi que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, mais apparemment la nature n'est pas d'accord. Tout ce qui n'est pas interdit n'est pas autorisé. On avait cherché plein de choses, des leptoquarks, des gravitons, des dimensions supplémentaires, etc., des structures de composites, on n'a pas vu. Donc, c'est la victoire du découplage. Il n'y a pas de dimension supplémentaire, au moins jusqu'à preuve du contraire, pas de nouvelle interaction forte, pas de structure, pas de fermion-excité, pas de nouveau boson de jauge, pas de leptoquark. Et ça, c'est vrai au moins jusqu'en 2022, compte tenu des résultats actuels. Prochaine étape, 2022, facteur 10 en luminosité. Prochaine étape, 2035, facteur 100 en luminosité. Je vais dire 2 mots pour la supersymétrie avant de terminer. Supersymétrie prévoit donc des partenaires, des nouveaux partenaires fermioniques et bosoniques aux fermions et aux bosons. Ça, c'est la supersymétrie, ça, c'est le modèle standard. Il y a plusieurs éléments dans la théorie. Il y a la matière supersymétrique comme telle, il y a les partenaires des bosons qui se mélangent et qui donnent ce qu'on appelle des neutralinos ou des charginaux. Et il y a des nouveaux bosons de Higgs. Il y a besoin de 5 bosons de Higgs. Et ça fournit aussi, la théorie fournit un candidat à la matière noire. Et le plus important, c'est que ça donne une prédiction de la masse du boson de Higgs. Au lieu d'être arbitraire, cette masse, elle est prédite par la théorie aux corrections radiatives près. Ça, c'est ce qu'on espère. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Un Z, un W plus massif, la masse du boson de Higgs arbitraire et protégée par aucune symétrie et pas d'explication par la matière noire. Donc il y a un vrai intérêt pour la supersymétrie.
Je vais aller rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On a cherché des particules colorées, tout dernier résultat. On monte jusqu'à des masses de 2 TeV pour la recherche de gluinos. Ça, c'est la masse de la particule la plus légère versus la masse du squark, masse la plus légère versus squark, masse la plus légère versus neutralino. Ça, c'est la zone ici qui est exclue. On exclut les gluinos au-dessous de 2 TeV, on exclut les squarks au-dessous de 6 TeV. Donc, la matière supersymétrique, elle est très, très lourde. J'ai dit qu'il y a les secteurs neutralino-chargino, il faut les chercher aussi. Là, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas le spectre de masse de ces particules et les modes de désintégration. Donc, c'est une analyse qui représente des centaines et des centaines de canaux différents. Je l'ai tout mis dans une seule figure. Ça, c'est les résultats finaux pour la recherche de masse de neutralino en fonction de la masse du chargino. Et en fait, on n'a rien trouvé jusqu'à l'échelle d'à peu près 1 TeV ici. Donc, on a exclusion jusqu'à 1 TeV à peu près neutralino-chargino et une exclusion jusqu'à 600 GeV ici pour ce qui est de cette figure. Donc, on a dit que le secteur de Higgs est étendu. Bien, on peut chercher de nouveaux bosons de Higgs. Il doit y avoir des nouveaux bosons de Higgs. Ça, c'est une prédiction infalsifiable, disons, de la théorie. Et on cherche donc des modèles à 2 doublets, ce qui implique l'existence de 5 bosons de Higgs. On les a cherchés. À la fin, il se trouve que dans la théorie, comme elle est un peu découplée de la théorie standard, il y a 2 paramètres. Ça, c'est le rapport des valeurs moyennes sur le vide des 2 bosons de Higgs versus la masse d'un des bosons. Et en fait, on a exclu maintenant une part vraiment très, très importante de ce plan. Il sera très difficile d'aller plus loin. Il sera impossible d'aller au-delà du TeV. Et ça, c'est ce que disait aussi Jean-Marie. Il reste un espoir ici, dans cette zone-là, de voir encore ces nouveaux bosons. C'est intéressant, c'est qu'on peut aussi les produire en faisant une désintégration du boson neutre le plus lourd en 2 bosons plus légers. Ça, c'est le boson qu'on a découvert. Et on trouve aussi une couverture dans une plage de masse qui continue à étendre un petit peu le domaine de recherche. OK. Donc, je dirais que pour la supersymétrie, bien, il y a un pronostic vital qui est engagé. On a observé un seul boson à une masse qui impose des contraintes très, très fortes. Dans la théorie, la masse doit être la masse du Z aux corrections radiatives près. C'est difficile d'arriver à 125 GeV. La théorie est acceptable et naturelle, mais ça requiert vraiment un certain ordre, avoir des gluinos pas trop lourds, des masses de stop pas trop lourds, des masses de higgsino pas trop lourds. On n'a pas vu ça. Et on a de très fortes contraintes quand on regarde la masse du stop qui est en fonction de la masse de la particule la plus légère. On a aussi de très fortes contraintes. Donc, disons que la supersymétrie est au moins dans sa version minimale, est dans un pronostic vital engagé. Donc, je voulais terminer par une petite réflexion. La question, c'est est-ce que l'univers était inévitable ou improbable? Bien, le boson de Higgs, on l'a trouvé là, pile poil, au-delà de la zone de confort de la supersymétrie, à partir du point où on peut au moins considérer intellectuellement qu'il est possible qu'il y ait un désert jusqu'à l'échelle de Planck. Le problème, c'est qu'il y a un vrai problème avec la masse du boson de Higgs. On a dit que ça introduit de l'instabilité. Voici la masse du top en fonction de la masse du boson de Higgs. Ça, c'est une zone où le vide est métastable. Ici, il est instable. Ici, il est stable. On habite ici. On habite dans un coin absolument particulier de l'univers. On a commencé cette histoire-là, on se rend compte que le vide a un rôle important, que l'univers est peut-être né à partir du vide, et on s'aperçoit que le vide peut disparaître un jour, et l'univers disparaître avec. Et ça, c'est un peu dérangeant. Donc, on aimerait bien trouver des explications. On se demande où est la prochaine échelle, pourquoi il y a la structure de la hiérarchie, est-ce que c'est plus de symétrie, plus de degrés de liberté, plus de champ dans le vide? Il y a plusieurs solutions encore. On a encore accès à haute luminosité à certaines de ces questions. Donc, c'est quelque chose qu'on va explorer dans le futur. Je passe sur la galaxie du Higgs. Il y a plein de versions possibles de la théorie du Higgs. Je passe sur ça, on a dit. À haute énergie LHC, il faudra savoir travailler à peu près 200 empilements. Donc, c'est vraiment un défi d'explorer la physique au TeV avec des mesures à 125 GeV pour le boson de Higgs. Bien, on va essayer de relever ce défi. Il y a une vie après le boson de Higgs. Mais là, je vous laisse le transparent en conclusion. Il y a des mesures essentielles qui sont inspirées par la découverte, par exemple, la production de double Higgs qui est reliée à la forme du potentiel de Higgs, la désintégration paire de muons, j'en ai parlé. La démonstration de l'unitarité, ça fait des choses qu'on va voir, qu'on va certainement faire à haute luminosité. Donc, il y a une vraie nécessité de continuer. Il y a aussi des problèmes qui sont motivés par la question de hiérarchie, de structure et d'existence de matière noire. On espère bien faire des découvertes au LHC. Et je vous laisse avec les conclusions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très dynamique. Peut-être une question, Vincent Courtillot. Il était en effet extraordinairement illustré et dynamique. J'avoue qu'il m'a largué depuis un bon moment.
Et donc, je le réécouterai une dizaine de fois pour essayer d'aller plus loin. Vous allez. Si je m'arrête à une des diapos où j'avais l'impression de ne pas encore être largué, c'était celle où vous avez montré l'Himalaya rose. Oui. Qu'étaient les deux Himalayas bleus à gauche et à droite du rose? L'Himalaya à gauche, c'est le boson Z unique qui se désintègre en 4 leptons par un processus virtuel. Donc, c'est une nouvelle désintégration observée pour le boson Z. Donc, c'est Z en 4 leptons. Ça nous sert maintenant de chandelle. C'est une chandelle à 90 GeV. Avec cet objet à 90 GeV, on est capable de calibrer l'observation et la mesure du boson de Higgs à 125 GeV. Donc, c'est devenu quelque chose qui est vraiment très important. L'autre, ben, c'est simplement le pic de résonance de la paire de Z. Donc, c'est la paire de Z qui sont sur la couche de masse. Et là, ça donne une remontée de la section efficace avant de redescendre. Donc, on se trouve que le boson de Higgs a été trouvé dans la vallée entre le Z et le double Z, juste entre les deux. Donc ces deux-là, ils étaient prévus par la théorie. Ils étaient prévus, et en fait, le Z en 4 leptons, oui, mais oublié, disons. Donc, ça a été un peu une surprise au début, et oui, ça a été, on s'est rendu compte que c'était, il n'y a rien de nouveau là-dedans, disons, pas de nouvelle physique. Merci. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe la parole. Allez-y. Merci. Oui, une petite question. On a du mal déjà à mesurer la masse du proton, qui est plutôt de l'ordre du giga-électron-volt, pour, je pense, des questions d'incertitude ou d'imprécision d'Heisenberg. Heisenberg était très mécontent d'avoir employé incertitude alors que c'est imprécision. Et là, on mesure des masses de 125 giga-électronvolts, donc 125 fois le proton sur des épaisseurs de 7 mètres là, des détecteurs du... Hein. Comment fait-on avec le principe d'incertitude pour mesurer quelque chose avec 2 chiffres après la virgule de 125,09? Déjà, je dois vous dire alors qu'il y a le principe d'incertitude, ou alors il ne marche pas, le principe d'incertitude? Il marche très bien, et le boson de Higgs est un objet extraordinairement étroit. Il est tellement étroit qu'on ne voit pas sa largeur. Ce que l'on voit comme largeur, c'est simplement la largeur de la résolution du détecteur. Ceci dit, par un principe relativement simple, si on mesure sa section efficace et les modes de désintégration, les rapports d'embranchement à la masse du Z, et qu'on mesure la queue de la distribution dans la queue de la distribution à très très haute masse, ce rapport-là dépend de cette largeur, et on peut mettre des contraintes. On a mis des contraintes déjà qui sont extraordinairement petites. Donc, on peut mettre des contraintes sur la largeur du R. Il est extraordinairement étroit, et ce qu'on voit, c'est simplement la résolution du détecteur, et ensuite, il faut savoir calibrer notre détecteur. Donc, c'est vraiment une question de calibration, de précision de calibration. Il n'y a pas d'imprécision d'Heisenberg? Non. Bon. Pas visible, on est loyé dans la résolution du détecteur. Bon. Non, merci. OK. Merci beaucoup.